Bienvenue dans cette 5e partie de la série de vidéos dont l'objectif est de partager avec vous l'essentiel de l'algorithme pour commencer à programmer. Dans cette partie, nous allons voir les structures de contrôle itératives qui nous permettent de répéter un traitement en fonction d'une condition ou un certain nombre de fois. Pour mieux cerner l'utilité des structures de contrôle itératives, nous allons commencer par un petit cas d'étude. Supposons que notre travail est d'écrire un algorithme qui affiche la table de multiplication de 1 à 10 d'un nombre saisi par l'utilisateur. Avec nos connaissances actuelles, nous pouvons proposer une solution qui ressemble à ceci. Donc nous avons devant nous un algorithme qui résout le problème. Donc pour cet algorithme, nous commençons par déclarer une variable qui va nous permettre de stocker la valeur que va saisir l'utilisateur. Ici, nous déclarons cette variable en tant qu'entier. Au début de l'algorithme, nous affichons un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir la valeur ou le nombre qui représente pour lui le multiplicateur. On lit ensuite cette valeur saisie par l'utilisateur qu'on affecte dans la variable que nous avons précédemment déclarée. On utilise ensuite des instructions d'affichage pour afficher de façon séquentielle la table de multiplication de 0 à 10 du nombre saisi par l'utilisateur. Pour tester l'exécution de l'algorithme de tout à l'heure, je l'ai réécrit ici en utilisant l'outil AlgoBoss, chose dont vous êtes également capable si vous avez suivi les vidéos précédentes. Donc là, j'ai déclaré la variable qui me permet de stocker la valeur saisie par l'utilisateur. Dans un premier temps, au début de l'algorithme, on affiche un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir le multiplicateur. On lit cette valeur qu'on affecte dans la variable qu'on a précédemment déclarée. On commence ensuite l'affichage de la table de multiplication en utilisant ici une structure séquentielle. Donc ces suites d'instructions vont s'exécuter les unes à la suite des autres. Donc on procède ainsi jusqu'à la dernière ligne, c'est-à-dire la ligne 10. Donc là, nous allons tester l'algorithme pour voir ce que ça donne. Donc je lance l'algorithme. On me demande de saisir le nombre représentant le multiplicateur. Donc supposons que je veux afficher la table de multiplication de 2. Donc je mets 2, je fais entrer. Donc j'ai la table de multiplication de 2 qui est affichée, de 0 jusqu'à 10. Donc j'ai 2 fois 0 qui est égal à 0, 2 fois 1 qui est égal à 2, ainsi de suite, jusqu'à la valeur 10. Donc je peux tester ça une seconde fois pour la valeur 12 par exemple. Donc je fais entrer. Donc j'ai 12 fois 0, 12 fois 2 qui est égal à 24, 12 fois 8 qui est égal à 96, jusqu'à la valeur 10. Supposons maintenant qu'on nous demande de modifier cet algorithme de sorte à afficher la table de multiplication de 0 à 100 d'un nombre saisi au clavier par l'utilisateur. Pour réaliser cela, nous serons obligés d'ajouter ici 90 instructions d'affichage supplémentaires, c'est-à-dire 90 lignes supplémentaires pour pouvoir atteindre cet objectif. Et si on nous demandait par exemple d'afficher la table de multiplication de 0 à 500 d'un nombre saisi par l'utilisateur, donc nous serons obligés de modifier également cet algorithme en ajoutant 490 lignes d'instructions d'affichage supplémentaires pour pouvoir réaliser cela. Non seulement cela peut devenir tout de suite fastidieux d'écrire cet algorithme, mais en plus cet algorithme n'est pas évolutif parce que à chaque fois qu'on nous demande de modifier la taille de la table de multiplication, nous sommes obligés d'ajouter des lignes supplémentaires ou d'en supprimer. Le second cas d'étude consiste à afficher la racine carrée d'un nombre saisi par un utilisateur. La seule contrainte ici est de s'assurer que la valeur saisie par l'utilisateur est positive ou nulle. Et si ce n'est pas le cas, nous devons inviter l'utilisateur de nouveau à saisir une nouvelle valeur jusqu'à ce que cette valeur soit positive ou nulle. Avec nos connaissances actuelles, nous pouvons proposer une solution comme suit. Pour cet algorithme, nous commençons par déclarer une variable nombre qui va nous permettre de stocker la valeur saisie par l'utilisateur. Donc nous déclarons cette variable ici en tant qu'entier. Au début de l'algorithme, on affiche un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir une valeur positive ou nulle. On lit ensuite la valeur saisie par l'utilisateur qu'on affecte dans notre variable nombre que nous avons précédemment déclarée. Si c'est le cas, alors on lui affiche de nouveau un message pour l'inviter à saisir une valeur qui est positive ou nulle. On lit la valeur saisie par l'utilisateur qu'on a fait de nouveau dans la variable nombre. On sort ensuite de la structure conditionnelle. On vérifie une deuxième fois si la valeur saisie par l'utilisateur est négative. Si ce n'est pas le cas, on l'invite de nouveau à saisir la valeur, puis on lit la valeur. On continue l'exécution. On vérifie encore si la valeur saisie une deuxième fois est négative ou pas. Si cette valeur est négative, on lui affiche encore une fois le message d'erreur. Et on lui affiche encore une fois un message pour lui demander de saisir une valeur positive ou nulle.
puis on procède à la lecture de la variable saisie, de la valeur saisie par l'utilisateur. Donc après cela, on lui affiche la racine carrée du nombre qu'il aurait saisi. Ce qu'il faut noter ici, c'est que cet algorithme fonctionne seulement si l'utilisateur fait l'erreur au maximum 3 fois. Donc pour prouver cela, nous allons retourner dans notre outil de test AlgoBoss et tester l'exécution de cet algorithme. Nous avons donc ici notre algorithme de tout à l'heure qui est écrit en utilisant l'outil AlgoBoss. Donc nous avons dans un premier temps la déclaration des variables, l'invitation de l'utilisateur à saisir les valeurs, les vérifications qui sont faites à chaque fois que l'utilisateur saisit les valeurs. Donc je vais lancer ici l'algorithme pour le tester. Donc supposons ici que je tape la valeur. Nous allons tester un cas normal. Donc supposons que je tape par exemple la valeur 8 que je fais entrer. Donc on me dit que la racine carrée de 8 est cette valeur. Donc ça c'est le cas normal. Donc nous allons tester les cas où l'utilisateur fait des erreurs. Donc supposons que j'entre une valeur qui est négative. Donc supposons que je mette ici -1. Je fais entrer. On me dit de saisir une valeur qui est positive ou nulle. Je teste une deuxième fois. On me demande toujours de saisir une valeur qui est positive ou nulle. Je fais l'erreur une troisième fois. On me demande encore de saisir une valeur qui est positive ou nulle parce que la valeur que j'ai entrée jusque-là, cette valeur est toujours négative. Donc j'entre la valeur -1. Donc là, nous avons ici une erreur de fonctionnement ou une erreur d'exécution. Donc on tombe dans ce qu'on appelle un bug d'exécution. Donc là, nous allons remarquer que l'algorithme ne fonctionne plus comme escompté. Donc l'algorithme a été interrompu à la ligne 25 ici, parce que nous ne pouvons pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Ce qu'il faut noter ici, c'est qu'au-delà d'un nombre d'erreurs supérieur à 3, l'algorithme ne marche plus comme escompté. Donc on tombe dans un cas de bug, c'est-à-dire un dysfonctionnement dans l'exécution du programme ou de l'algorithme. Donc si nous revenons à notre algorithme ici, l'algorithme a été écrit en supposant que l'utilisateur fera l'erreur au maximum 3 fois. Donc dans le cas où l'utilisateur fait l'erreur de saisie un nombre de fois supérieur à 3, du coup l'algorithme ne fonctionne plus de la façon dont il est censé fonctionner. Avec les tests que nous venons de réaliser, on voit tout de suite que cet algorithme n'est pas efficace. Et même si nous essayons de modifier cet algorithme de sorte à répéter l'instruction de vérification de la valeur 10 fois, il suffit que l'utilisateur fasse l'erreur 11 fois pour que l'algorithme ne soit plus efficace. Donc augmenter ici le nombre de fois que nous faisons la vérification de la valeur saisie par l'utilisateur ne change rien à l'algorithme. L'algorithme va toujours rester non efficace. L'objectif de ces deux cas d'étude était de nous montrer les limites de nos connaissances actuelles, à savoir les structures conditionnelles et les structures séquentielles ne nous permettent pas de résoudre tous les problèmes. Comment résoudre donc ces deux cas d'étude ou ces deux problèmes de façon efficace? La solution est l'utilisation des structures itératives. Les structures de contrôle itératives nous permettent de répéter de façon automatique un traitement un nombre défini de fois ou jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. Il faut noter qu'une itération est une répétition de boucle. Il faut noter qu'il existe 3 formes de structures de contrôle itérative, à savoir le pour, le tant que et le répéter jusqu'à. Dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement de la structure itérative pour. La structure itérative pour est utilisée lorsqu'on connaît à l'avance le nombre d'itérations à exécuter. La syntaxe de cette structure itérative est la suivante. Donc nous avons pour compteur de valeur initiale à valeur finale, pas valeur pas, faire traitement, fin pour. La sémantique derrière cette syntaxe, c'est que pour une variable représentée ici par compteur, cette variable prendra initialement une valeur initiale représentée ici par valeur initiale. Cette valeur sera ensuite incrémentée d'une valeur égale à valeur par jusqu'à atteindre une valeur finale représentée ici par valeur finale. Pour chaque valeur que prend la variable compteur dans l'intervalle valeur initiale à valeur finale, on exécute le traitement qui est défini ici. Par défaut, la valeur du compteur est égale à 1, c'est-à-dire que si cette valeur n'est pas précisée, alors la valeur du compteur est incrémentée de 1 après chaque itération. Ce qui nous amène à la forme contractée de cette syntaxe qui se présente comme suit. Donc nous avons pour compteur
de valeur initiale à valeur finale, faire traitement, fin pour. L'organigramme de la structure itérative pour se présente comme suit. Donc on commence par initialiser notre variable compteur ici en lui donnant la valeur initiale. On procède ensuite à la vérification de cette condition, à savoir est-ce que le compteur, la valeur de notre compteur est égale à la valeur finale que nous avons définie là. Si ce n'est pas le cas, on exécute ensuite le traitement qui a été défini ici. Puis on procède à l'incrémentation de la valeur du compteur d'une valeur égale à pas que nous avons définie là. Donc ensuite, on continue l'exécution. On revient là, on dit qu'on a bouclé. Donc on vérifie de nouveau la condition de continuité de la boucle. Donc on vérifie une nouvelle fois, est-ce que la valeur du compteur, après cette incrémentation, est-ce que la valeur du compteur est égale à la valeur finale? Si ce n'est pas le cas, on exécute encore une fois le traitement, puis on procède de nouveau à l'incrémentation du compteur. On continue ensuite l'exécution, on revient là, on vérifie encore la condition d'itération. Donc si cette condition est vraie, c'est-à-dire si après l'incrémentation réalisée ici, la valeur du compteur est égale à la valeur finale, alors nous sortons de notre boucle et on continue l'exécution de l'algorithme après l'instruction fin pour. Si nous revenons à notre premier cas d'étude présenté au début de cette vidéo, à savoir écrire un algorithme qui affiche la table de multiplication de 0 à 10 d'un nombre saisi par l'utilisateur, alors une proposition de solution serait la suivante. Pour cet algorithme, nous commençons par déclarer deux variables. La première représentant le multiplicateur qui sera saisi par l'utilisateur et le second représentant notre compteur qui va nous permettre d'écrire la boucle qui va afficher la table de multiplication à l'utilisateur. Au début de l'algorithme, on commence par inviter l'utilisateur à saisir le nombre représentant le multiplicateur. On lit ensuite cette valeur qu'on affecte dans la variable multiplicateur que nous avons précédemment déclarée ici en tant qu'entier. On met en place ensuite notre boucle. Donc ici, on met pour compteur de 0 à 10, pour un pas de 1, faire. Donc ici, c'est ici que nous précisons l'instruction ou le traitement à effectuer à chaque tour de boucle ou à chaque itération. Donc là, nous affichons le multiplicateur multiplié par le compteur égal au résultat du calcul de la multiplication du multiplicateur par le compteur. Ensuite, nous sortons de la boucle et nous arrivons à la fin de notre algorithme. Ici, nous avons écrit cette boucle en utilisant la forme longue. Donc, vu que le pas, la valeur du pas est 1 par défaut, on peut simplifier cette écriture en écrivant en utilisant la forme simplifiée, comme indiqué ici. Donc, à la place d'écrire pour compteur de 0 à 10, par faire, on aurait pu écrire directement pour compteur de 0 à 10, faire. On met ensuite l'instruction d'affichage et le fin pour. Nous allons donc tester cet algorithme en utilisant notre outil de test AlgoBus. Donc je vais commencer par donner une description à mon algorithme ici. Donc je mets ici multiplication, où je mets simplement table de multiplication. Table de multiplication. Nous allons ensuite déclarer les variables que nous aurons à utiliser dans notre algorithme. Donc ici, je déclare mes variables. Je déclare une variable que je vais nommer ici multiplicateur. Je vais ensuite déclarer une deuxième variable que nous allons nommer ici compte pour compteur. J'ajoute ensuite une nouvelle ligne. Donc dans un premier temps, lorsqu'on commence au début de l'algorithme, nous allons inviter l'utilisateur à saisir la valeur du multiplicateur. Donc je mets ici veuillez saisir la valeur du multiplicateur. Je vais ensuite ajouter une nouvelle ligne qui va me permettre de lire la valeur saisie par l'utilisateur. Donc ici, je mets ajouter, lire variable. Dans mon cas, il s'agit du multiplicateur. Donc je laisse ça par défaut, je fais OK. Je vais maintenant mettre en place la boucle qui va me permettre d'afficher
la table de multiplication à l'utilisateur. Donc au niveau d'Algo Boss, j'ajoute d'abord une nouvelle ligne et je clique sur le bouton ajouter pour 2. Donc ici, vous avez un petit message d'aide qui vous permet de comprendre comment utiliser la structure itérative ou comment réaliser l'implémentation de la structure itérative en utilisant AlgoBoss. Donc ici, mon compteur, il s'agit de la variable compteur. Donc je choisis compteur ici. Donc j'ai dit ici pour compteur allant de 0 à 10. Donc je fais OK. Donc là, j'ai ma structure ma structure itérative qui est mise en place. Donc il me suffit maintenant d'insérer l'instruction ou le traitement à réaliser à chaque itération ici. Donc ici, qu'est-ce que nous cherchons à faire? Nous cherchons à afficher la table de multiplication. Donc nous allons afficher d'abord la variable. Donc nous allons afficher, l'idée c'est d'afficher par exemple 2 multiplié par 0. Donc le multiplicateur sera la valeur saisie par l'utilisateur. Donc je fais OK ici. J'ajoute une nouvelle ligne. Et là, je vais mettre le message parce que nous aurons un affichage qui va ressembler à ceci. 2 multiplié par la valeur du compteur sera égal à une valeur donnée. Donc là, j'ai déjà renseigné le multiplicateur en utilisant l'affichage mult ici. Donc je peux juste supprimer ça. Donc pour cet affichage, j'aurai besoin juste de cette partie. Donc je fais OK. J'ajoute une nouvelle ligne. Donc j'ai 2 multiplié par la valeur du compteur. Donc je vais afficher une variable ici qui sera le compteur. Donc ensuite, j'aurai 2 multiplié par compteur égale. Donc j'ajoute une nouvelle ligne. Là, je vais afficher un message qui sera du test. Donc je mettrai égal espace. Donc 2 multiplié par compteur égale au calcul issu de la multiplication du multiplicateur par le compteur. Donc je vais ajouter une nouvelle ligne. Je vais afficher ici afficher un calcul. Donc le calcul sera la valeur du multiplicateur multiplié par la valeur du compteur. Donc je fais OK. Donc une dernière chose ici, c'est que après l'affichage du calcul, je vais ajouter une ligne supplémentaire qui va me permettre de créer un saut de ligne. Je vais quand même tester cela pour vous expliquer ce que je dis par là. Donc si je fais ça, on va tester notre algorithme. Donc si je mets par exemple la valeur 2 ici que je fais entrer, nous avons le résultat escompté, c'est-à-dire 2 fois 0 égale à 0, 2 fois 1 égale à 2, etc. Jusque l'affichage n'est pas bon, parce que nous voulons afficher les choses, pour chaque multiplicateur, pour chaque compteur, nous voulons avoir une ligne qui est séparée. Donc pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut que nous ajoutons un saut de ligne à la fin de chaque ligne ou à la fin de chaque calcul, ici. Donc pour réaliser cela, je vais juste fermer ça. Je vais ajouter une nouvelle ligne. Dans cette ligne, je vais ajouter un message qui sera de l'espace vide. Donc j'ajoute un saut de ligne, je fais OK. Donc on va retester notre algorithme ici. Donc je fais tester. Donc je mets la valeur 2. Je fais enregistrer et je fais entrer plutôt. Donc j'ai la table de multiplication de 2 qui m'est affichée ici. Donc j'ai 2 fois 0, 2 fois 7, 14, etc. Donc je peux tester par exemple pour 12. Je fais entrer. Donc j'ai la table de multiplication. Donc ça veut dire que mon algorithme fonctionne comme escompté. Donc nous avons vu précédemment qu'en utilisant les structures séquentielles, cela ne nous permet pas de faire évoluer notre algorithme lorsqu'on nous demande d'afficher par exemple la table de multiplication de 0 à 100. Mais en utilisant les structures itératives comme le pour dans ce cas, nous pourrons modifier cette ligne lorsqu'on nous demande
par exemple d'afficher la table de multiplication de 0 à 100. Donc on va juste modifier cette ligne et mettre 100 ici. Donc en faisant cette modification, on obtient automatiquement la table de multiplication de 0 à 100 pour ce multiplicateur, pour le multiplicateur que l'utilisateur aura à saisir. Donc on teste là. Donc, si je mets par exemple 5 ici, donc on voit que j'ai la table de multiplication de 100 qui m'est affichée. Donc nous pouvons même aller plus loin et demander à l'utilisateur de saisir lui-même la taille de sa table de multiplication. Donc on peut modifier un peu cet algorithme, vu que l'algorithme utilise maintenant les structures itératives. On peut ajouter une instruction ici, par exemple. Donc je fais une nouvelle ligne où on va demander à l'utilisateur de saisir. Donc on peut demander ici à l'utilisateur de saisir la taille de la table de multiplication. De la table de multiplication. Donc on va ensuite lire, ajouter une nouvelle ligne pour lire la variable saisie par l'utilisateur. Donc là, il faut qu'on ajoute une nouvelle variable. Donc on va déclarer une nouvelle variable ici. Donc on va nommer ça taille par exemple. Donc ici, je peux maintenant lire la variable en question. Donc je prends taille. Et ici, au lieu d'utiliser maintenant de définir de façon manuelle la taille, c'est-à-dire de limiter cela à 100, on peut modifier cette ligne pour qu'elle soit maintenant dynamique. Donc au lieu de mettre 100 ici, nous allons mettre ici taille. Donc la valeur du compteur sera de 0 jusqu'à la taille définie par l'utilisateur. Donc cela rend cet algorithme évolutif et dynamique. Donc on va tester cela. Donc si je renseigne ici, on me demande de saisir la valeur du multiplicateur. Donc supposons que je veux afficher la table de multiplication de 3 et je veux afficher la table de multiplication de 0 jusqu'à 10 par exemple. Donc je mets juste ici 10. Donc j'ai le 3 fois 0 jusqu'à 10. Donc je peux dire par exemple que je veux afficher la table de multiplication de 3, mais je vais me limiter à 5. Au niveau de la taille. Donc je fais ça. Donc j'ai le résultat escompté. Donc en utilisant les structures itératives, on voit qu'on vient d'adapter ou de faire évoluer de façon dynamique notre algorithme. Donc l'algorithme est plus efficace de cette façon, écrit de cette façon en utilisant les structures itératives. Donc c'est l'avantage de l'utilisation des structures itératives. Avant de terminer cette partie, revenons sur notre deuxième cas d'étude que nous avons présenté au début de cette vidéo, à savoir afficher la racine carrée d'un nombre saisi par l'utilisateur avec comme contrainte de demander à l'utilisateur de saisir seulement une valeur positive ou nulle. Une approche de solution en utilisant la structure itérative peut se présenter comme suit. Pour cet algorithme, on commence par déclarer deux variables. La première représentant le nombre saisi par l'utilisateur et la seconde représentant une variable que nous allons utiliser pour mettre en place la boucle de vérification de la valeur saisie par l'utilisateur. Au début de l'algorithme, on commence par initialiser la variable nombre en lui donnant une valeur négative. Nous verrons par la suite pourquoi nous avons fait cela. On met en place la boucle en utilisant une structure itérative pour. Donc ici, on dit que pour notre variable compteur qui prend une valeur de 1 à 100, faire le traitement indiqué ici. Donc on met en place une première structure conditionnelle qui nous permet de vérifier si la valeur de notre variable nombre est négative. Si c'est le cas, alors on affiche un message à l'utilisateur pour l'inviter à saisir une valeur positive ou nulle. On lit ensuite cette valeur saisie par l'utilisateur et on sort de notre structure conditionnelle. On vérifie ensuite si la valeur saisie par l'utilisateur est positive ou nulle. Si c'est le cas, alors on modifie la valeur de notre compteur pour lui donner la valeur 100. On sort ensuite de cette structure conditionnelle, on arrive à la fin de notre structure itérative à l'arrêt de l'exécution de cette boucle. Alors on affiche un message
à l'utilisateur pour lui montrer ou pour lui afficher le résultat du calcul de la racine carrée du nombre qu'il aura saisi ici. On arrive ensuite à la fin de l'algorithme. Si nous analysons un peu cet algorithme, il y a un certain nombre de points importants qu'il faut mentionner. Le premier, c'est qu'on initialise ici la variable nombre en lui donnant une valeur négative afin de permettre à l'utilisateur de saisir au moins une fois le nombre. Parce que lorsqu'on rentre la première fois dans la boucle, c'est-à-dire lorsque la valeur de la variable compteur sera égale à 1, c'est cette condition qui va autoriser l'utilisateur à saisir au moins une fois la valeur du nombre, vu que la valeur initiale qu'on a donnée à nombre est négative. Donc, cette condition va s'exécuter et sera vraie. La vérification de cette condition sera vraie. Et c'est ce qui va permettre à l'utilisateur la première fois de saisir la valeur du nombre ici. Le deuxième point important ici, c'est que lorsque l'utilisateur saisit la première fois qu'on rentre dans la boucle une valeur qui est positive, alors la valeur du compteur est modifiée de sorte que la valeur du compteur soit égale à la valeur finale que nous avons définie ici. Et cela entraîne l'arrêt automatique de la boucle parce que après l'exécution, supposons que après l'exécution de cette ligne, que l'utilisateur saisisse une valeur qui est positive. Donc la vérification de cette condition sera vraie et le compteur va prendre la valeur 100. Donc arrivé ici, nous allons boucler. Arrivé ici, nous allons faire cette vérification pour vérifier si le compteur, la valeur du compteur est égale à la valeur de la valeur finale d'arrêt. Donc si c'est le cas, du coup, on va arrêter cette boucle et continuer l'exécution. Donc cette instruction d'affectation nous permet de forcer l'arrêt manuel de la boucle lorsque l'utilisateur enseigne une valeur qui est positive. Le dernier point important, c'est que ici, nous avons choisi la valeur 100 de façon arbitraire. Donc on aurait pu mettre ici 1000, on aurait pu mettre 5. Mais nous avons mis 100 ici en supposant que l'utilisateur fera l'erreur de saisie au moins ou au plus 99 fois. Donc c'est pourquoi nous avons choisi cette valeur 100. Donc il suffit que l'utilisateur fasse l'erreur ici 100 fois pour que cet algorithme ne fonctionne plus comme escompté. Changer la valeur finale ici pour mettre par exemple 100, 10 000, 20 000 ne résout pas le problème. Parce qu'il suffit que l'utilisateur fasse l'erreur le nombre maximum de fois indiqué ici pour que l'algorithme tombe dans un cas de bug. La conclusion que nous pouvons en tirer de cette analyse, c'est que la structure itérative ne nous permet pas de résoudre de façon efficace ce problème parce qu'on ne connaît pas à l'avance le nombre d'itérations, c'est-à-dire le nombre de fois que l'utilisateur fera une erreur de saisie. Comment résoudre donc ce problème en utilisant les structures itératives? La réponse dans la prochaine vidéo dans laquelle nous verrons l'utilisation de la structure itérative qui nous permet de répéter un traitement ou une suite d'instructions tant qu'une condition est vérifiée. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube DevPropulsor. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.